BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, il est 15h et comme tous les jours à 15h, on se retrouve pour le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business avec mes invités Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Arnaud Toiti, cofondateur d'Hashtag Avocat. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Grégory Raymond, cofondateur du média The Big Whale. Bonjour à tous les trois. On va parler de stablecoin, de Bitcoin, d'or, de top flop de la semaine. On a plein de choses à se dire. Évidemment, ces hommes-là sont bavards. On a plein de sujets. Vous nous écrivez également si vous avez des questions. Crypto au singulier @bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. On jette un œil sur ce cours du Bitcoin. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé dans cette émission. Il y a certains d'entre vous qui m'en empêchent, carrément, on peut le dire, de commenter ce cours. Mais enfin, là, quand même, 74 799 $. On va trouver du pétrole, hein. Grégory, on en pense quoi de cette chute ? Cette chute, on est dans une tendance baissière qu'on observe depuis le mois d'octobre. Est-ce qu'on est dans un bear market, donc un marché baissier prolongé ? Ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Mais les cycles précédents démontrent que après vraiment un top de marché, après un long cycle haussier, on est parti normalement pour un an comme ça. Moi, je doute un peu de cette analyse-là parce qu'aujourd'hui, les institutionnels sont vraiment là et ont intérêt aussi à défendre le cours. Donc, à mon avis, à un moment, on va toucher un bottom, donc c'est-à-dire un plancher. Mais si on touche un plancher qui est moins important que ceux d'avant, parce qu'on le rappelle, sur les marchés baissiers d'avant, le cours du Bitcoin pouvait descendre de moins 85%. Je pense pas qu'on ira aussi bas. Par contre, la différence avec le marché actuel, c'est que on pourrait également ne pas aller aussi haut après. Donc ça se lisse, c'est la volatilité. On peut pas tout avoir. Oui, exactement. Oui, effectivement. On aura peut-être tout à l'heure la courbe. Là, on va la voir sur 3 ans, effectivement. Ça redescend jamais autant que ça a été sur les cycles précédents. On vérifiera ça avec les années. Enzo ? Effectivement, Grégory mentionnait octobre, mi-octobre, on avait une corrélation entre Bitcoin et l'or de 0,85. Je rappelle que ça va de -1 à 1. Depuis le 15 octobre, elle est aujourd'hui moitié moins, même pire, c'est-à-dire que c'est l'inverse. On est à -50 environ. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une vision de Bitcoin jusqu'à octobre comme une sorte de valeur refuge. C'est pour ça qu'on l'a placé comme l'or. Et depuis cette date, elle est perçue un peu plus encore comme une tech, donc c'est-à-dire plutôt corrélée au Nasdaq. Et en fait, Bitcoin varie et oscille entre c'est une valeur refuge, en fait non, c'est de la tech. Et en fait, selon les investisseurs, ça bouge pas mal quand même. On a eu un rattrapage effectivement assez fort les derniers mois. On reste encore pas à -50%, donc on est encore en période de baisse, on va dire maîtrisée comparé à ce qu'on a pu voir avant. Le 30 janvier dernier, quand même, il y a eu 850 millions de sorties d'ETF. Oui. Et les 2 dernières semaines ont été assez rouges, on va dire, pour les ETF. Ça repart un petit peu aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange aujourd'hui, c'est de voir un peu cet appétit de ces institutionnels qui étaient censés se renforcer. Là, les raisons pour lesquelles, en fin de compte, ça s'explique sont difficiles à quantifier et à juger. On voit que les flux ont été plutôt négatifs ces derniers mois. Et donc, je suis plutôt d'accord avec Grégory sur le fait que ces situations de rattrapage risquent de durer un petit peu. Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet sur le rationnel d'une manière générale. Arnaud ? Alors, il y a effectivement beaucoup de choses à dire, je pense, sur la manière avec laquelle le Bitcoin évolue. Mais la première observation, c'est peut-être simplement de considérer que, un peu comme on a tendance à le répéter, et à juste titre, je pense que le Bitcoin, on est sur une logique de long terme. Je ne pense pas qu'il faille acheter du Bitcoin en se disant on va faire un coup. Alors certes, suite à l'élection de Donald Trump, il y a eu une augmentation très significative en peu de temps. Et c'était peut-être presque la dernière occasion, d'ailleurs, de faire ça. Je pense pas. Il y en aura probablement d'autres d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui hold du Bitcoin, ceux qui considèrent effectivement que c'est une réserve de valeur, sont dans une logique à très long terme et finalement sont peu impactés parce qu'ils se disent concrètement, si je fais mon cash out, je le ferai peut-être dans 10, 15, 20 ou 50 ans. Et donc sont moins touchés. Par ailleurs, d'un point de vue réglementaire, il faut rappeler que puisqu'on compare l'or et le Bitcoin, qu'il y a des ratios prudentiels, BAL 3, et que la crypto n'a jamais été considérée au même titre que l'or comme un actif de réserve, mais plutôt comme un actif extrêmement risqué, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'outils, dont on parlera d'ailleurs un petit peu plus tard, qu'on ne peut pas encore faire en Bitcoin. Et donc finalement, quand on a voulu, on l'a beaucoup entendu, considérer que le Bitcoin était une forme d'or numérique,
c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu mesuré sur le comparaison n'étant pas raison. Je ne suis pas certain à ce stade que ce soit le cas, et je dirais même que c'est parfois assez opposé. C'est intéressant, les dénominations, la façon dont on parle des cryptos au fil des mois, elle change. Grégory. Ouais, sur ce côté hors numérique, je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, quand j'essaie d'expliquer Bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, j'utilise cette expression. Mais en fait, ce n'est pas considéré comme de l'or numérique par tout le monde sur la planète. C'est pour ça que quand il y a des mouvements, les gens s'en séparent assez rapidement. Objectivement, on ne détient pas le Bitcoin comme l'or. Mais si on veut parler d'or numérique, c'est parce qu'en fait, il y a une quantité déterminée sur Terre. Il ne pourra pas y en avoir plus. C'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, le comportement des investisseurs par rapport au Bitcoin, il est très différent de l'or. Mais on pourra remarquer quand même que la volatilité sur les métaux précieux, l'or, l'argent, le palladium, a été quand même énorme ces derniers temps. Et elle n'a rien à envier au Bitcoin, on dirait, quoi. Vous l'avez évoqué il y a un instant, du coup je vais sur ce sujet. Arnaud, le président de la Fed, a décidé d'ouvrir les plans de retraite des Américains aux crypto. Justement, il y a de plus en plus de produits qui s'ouvrent aux cryptos. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. C'est une approche. Et je pense que quand on compare en réalité l'approche américaine, comme souvent, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se place avec l'approche européenne, on voit qu'il y a une volonté effectivement de permettre d'une certaine façon de rendre le Bitcoin plus accessible et donc de permettre aux gens d'investir en crypto. On parle de dizaines, de centaines de milliards qui en réalité sont dans ces assurances-vie et qui pourraient aussi bénéficier en fait à cet écosystème. On a des freins réglementaires qui sont assez importants en Europe, qui font qu'en réalité, ne serait-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des ETF typiquement, ce sont des freins et je ne suis absolument pas certain qu'on soit amené à les lever prochainement. En revanche, il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'aux États-Unis, cette volonté d'avoir effectivement d'intégrer la crypto dans les assurances-vie, elle n'est pas partagée par tout le monde et le fait que le marché soit assez baissier, c'est moins qu'on puisse dire ces derniers mois, aboutit à ce qu'il y ait un certain nombre de résistances parce qu'on estime que finalement, de permettre à des Américains d'investir dans un actif qui serait aussi volatile, ce serait d'une certaine façon les mettre potentiellement en danger. Voilà, donc j'ai envie de dire il faut regarder le prisme américain avec les réserves que ça peut avoir, mais en tout état de cause, quand on le compare aux limites qui sont celles des limites européennes, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Comment osez-vous dire qu'il y a des freins réglementaires en Europe ? Je ne comprends pas ça. C'est étonnant. Oui, en fait, l'éligibilité de crypto pour des contrats d'assurance vie en France sera sûrement jamais possible, puisqu'il y a effectivement différents critères qui font que l'actif doit être logé en Europe, par exemple, qui doit avoir différentes corrélations. Et donc, en Europe, on va pouvoir avoir, par exemple, pour des clients français, des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. Pour des clients dits type D, donc ce sont des clients qui remplissent certains critères de fortune, de risque, etc., qui vont pouvoir s'exposer via leur contrat d'assurance vie sur différents supports liés aux cryptos. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a comme produit possible. Et ça, c'est lié au fait que l'assurance est un métier bien particulier comparé à celui de la banque. L'assureur doit être en mesure de rembourser ses clients d'une certaine manière, ou en tout cas, les ratios de risque que peuvent prendre un assureur est complètement différent de celui de la banque. Donc ça ne m'étonne pas que les cryptos aient encore un peu plus de mal à rentrer dans les contrats d'assurance vie. Les assureurs ne sont pas encore prêts pour calculer des primes de risque sur tous ces produits-là. En revanche, je pense que ça arrivera dans les prochaines années. On rappellera quand même qu'il y a quelques assureurs qui s'intéressent beaucoup au capital de certaines startups du secteur. Par exemple, la G2R La Mondiale est rentrée au capital de Bitstack. Incroyable. Donc ça veut dire